Europe Matin, première édition présentée par Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Et on l'attendait depuis le début des championnats du monde d'athlétisme à Eugene aux États-Unis. Première médaille pour le camp français, la plus belle puisqu'elle est en or. Et Kevin Mayer vient de décrocher le titre de champion du monde du décathlon à quelques heures de la cérémonie de clôture. C'est la deuxième fois que le Français s'offre l'or mondial dans la discipline. Et ça va permettre bien sûr à l'équipe de France d'éviter le zéro pointé sur ces mondiaux d'athlétisme. On va reparler dans un instant avec Johan Tritz. Le gouvernement veut accélérer la lutte contre le gaspillage énergétique. Et objectif, freiner la consommation d'électricité et de gaz. L'effort va notamment porter sur le logement. Les principaux acteurs du secteur se retrouveront cet après-midi autour de la ministre de la Transition écologique. Problème, les aides à la rénovation des logements ont encore baissé depuis le 1er juillet, moins 30% en moyenne. De nombreux ménages renoncent à faire les travaux faute de moyens. Un coup dur pour les entreprises du bâtiment. Reportage Johan Tritz. Donc voilà, abandonner, tout ça c'est des désistements, abandonner. En faisant défiler sa liste sur sa tablette électronique, Mohamed Mellal, patron d'une entreprise du bâtiment en région parisienne, montre l'ampleur des dégâts. Il y avait des gens qui avaient signé les devis, mais voilà, après vu que l'aide a diminué, on a annulé. Donc il y a eu beaucoup de baisse par rapport à ça, donc moins d'activité. L'année dernière, on avait 13 ouvriers, là on a redescendu à 7. 60% de son activité est liée à la rénovation énergétique. Le chantier où il se trouve est son dernier de l'été. Avec le chef de chantier, là, je disais, en fait là au mois d'août, vous allez être obligé d'être en vacances. Car beaucoup se sont désistés. C'est le cas de cette particulière chez qui il s'est déplacé la veille et à qui il a appris la fin de certaines aides. Et au final, donc, elle était réticente à le faire, parce que là, les aides, elles ont trop baissé. C'est-à-dire, j'ai perdu mon après-midi en fait pour rien. Donc maintenant, quand on m'appelle, à chaque fois, je filtre. Je leur dis, est-ce que vous savez qu'il y a une évolution au niveau des aides, je leur donne les bons tarifs, tout ça. Ce qui met souvent fin à la discussion, surtout pour les revenus les plus modestes. Parce qu'en général, c'est des travaux qui vont tourner entre 15 et 25 000 euros. C'est-à-dire que voilà, c'est quand même un budget. Mohamed Mellal qui ne demande aujourd'hui qu'une chose, que l'État arrête de bouger la réglementation après une troisième baisse des aides en 6 mois. Un reportage Johan Tritz. Sobriété aussi pour les commerces. L'exécutif annonce plusieurs décrets à venir pour interdire la publicité lumineuse la nuit entre 1h et 6h du matin. Interdiction également de laisser les portes des magasins ouvertes alors que la climatisation ou le chauffage fonctionnent. Des amendes sont prévues. Et on abordera la question de la rénovation des logements et de la lutte contre le gaspillage énergétique avec le ministre du Logement ce matin sur Europe 1. Olivier Klein sera l'invité politique de la matinale à 8h15. L'actualité de ce lundi, c'est également le feu en Gironde, situation en passe d'être maîtrisée. Sur le plan économique, les conséquences sont lourdes, notamment en matière de tourisme. À Landiras, le feu n'est pas encore fixé, mais il ne progresse plus. Il l'est à la Teste de Bûche. Les habitants ont pu rentrer chez eux. Sur cette partie du bassin d'Arcachon, les dégâts sont considérables pour les infrastructures liées au tourisme. 5 campings détruits, des vacanciers qui ont fait leurs valises, d'autres qui ajournent leur séjour. La région tente de les faire revenir par tous les moyens. Reportage Stéphane Place. La plage déserte, c'est inhabituel. On est commerçante sur Arcachon, donc on l'a vu, on l'a constaté. Annulation dans les hôtels, calme plat dans les commerces, une désaffection spectaculaire, visible, soudaine des touristes, que constate également Laetitia qui vend des glaces ici, dans le centre d'Arcachon. C'est la première saison où il n'y a pas un quart d'heure de queue pour prendre une glace. On l'a ressenti brutalement quand on a eu la vague de fumée due aux incendies. Il faut que ça redémarre. L'activité touristique a chuté de 40% en quelques jours. Un coup dur aussi pour les producteurs d'huîtres. Olivier Laban, le président des ostréiculteurs du bassin d'Arcachon. Les dégustations sont forcément impactées, mais aussi les ostréiculteurs qui vendent des huîtres à des restaurateurs, à des grandes surfaces, etc. Dans la mesure où il y a une baisse de fréquentation sur le bassin d'Arcachon, il y a une baisse de business. Alors pour sauver la saison touristique, le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon lance une grande campagne de promotion à la télé, dans la presse. Yves Foulon, maire d'Arcachon et président du CIBA. On fait un plan de com très fort avec un spot qui va être diffusé 15 jours et nous avons acheté des espaces digitaux sur des supports presse comme Le Monde, Le Figaro, Le Point. L'enjeu est énorme. Le tourisme ici, ce sont 760 millions d'euros injectés chaque année dans l'économie locale. Arcachon, Stéphane Place, Europe 1. Incendie fixé aussi sur les monts d'Arrée dans le Finistère. Une centaine de pompiers restent sur place. Le feu également à l'étranger en Californie, près du parc national de Yosemite. 5500 hectares ont déjà brûlé. Plusieurs milliers de personnes évacuées. Situation dramatique également en Grèce, confrontée à une vague de chaleur et à la multiplication des incendies dans le nord, le sud et l'est du pays. Europe 1, 6h06, première tournée diplomatique en dehors du sol européen pour Emmanuel Macron. Le président a choisi l'Afrique, terre de multiples enjeux, bien sûr. Première étape au Cameroun aujourd'hui pour le chef de l'État. Déplacement de 2 jours avant de se rendre au Bénin et en Guinée-Bissau. Bonjour Jacques Serret. Bonjour. Du service politique d'Europe 1. Jacques, vous accompagnez le président sur ce déplacement. Il sera beaucoup question de la Russie et de l'extension de son influence sur le continent.
Oui, sans le dire officiellement, Paris s'inquiète de l'expansion russe sur le continent africain. Et si le Cameroun constitue la première étape de la tournée d'Emmanuel Macron, ce n'est certainement pas un hasard. En avril dernier, alors que la guerre en Ukraine avait déjà commencé, Yaoundé a signé un accord de coopération militaire avec Moscou. La crainte de voir se développer des sociétés militaires privées telles que Wagner est prise au sérieux. Aujourd'hui, la République centrafricaine et le Mali. Et si c'était demain le Cameroun? Ce qui nous alerte, c'est que nous avons maintenant une capacité de recul sur les effets de cette implantation, explique un conseiller de l'Élysée. Emmanuel Macron, qui sera reçu par Paul Biya, président du Cameroun depuis près de 40 ans, devrait aborder cette question, tout comme celle de la menace du groupe terroriste Boko Haram au nord du pays et les conséquences de la guerre en Ukraine. L'ensemble des pays africains sont aujourd'hui frappés par une forte inflation sur les denrées de première nécessité. Jacques Serret. Direction le Royaume-Uni à présent. Les deux candidats à la succession de Boris Johnson au poste de Premier ministre entrent dans la dernière ligne droite. Rishi Sunak et Liz Truss ont entamé leur campagne avec en ligne de mire un premier meeting jeudi. Les sondages donnent une légère avance à l'actuel ministre des Affaires étrangères britannique. Les 200 000 militants du Parti conservateur se prononceront entre le 5 août et le 2 septembre. Le nom du vainqueur sera dévoilé 3 jours plus tard. Un scrutin qui ne mobilise pas vraiment les foules. Reportage de notre correspondante à Londres, Anaïs Cordoba. Encarté depuis 40 ans au Parti conservateur, c'est la première fois que Tom hésite à voter. Après les scandales de l'ère Boris Johnson, il aurait voulu un nouveau départ pour le parti. Il est donc extrêmement déçu par le choix des finalistes. Liz Truss et Rishi Sunak faisaient partie de l'équipe de Boris Johnson. Et ils ont bien vu ce qu'il se passait et ils n'ont rien fait. Les conservateurs avaient besoin de sang neuf parce que Boris Johnson a entaché tout le parti avec son comportement. Dans la presse et sur les réseaux sociaux, de nombreux militants conservateurs expriment leur mécontentement. Selon les sondages, une grande partie d'entre eux préférait la candidate perdante Penny Mordaunt, comme Paul. Lui reproche à Rishi Sunak son refus de baisser les impôts et ne croit pas du tout en Liz Truss. C'est une version au rabais de Margaret Thatcher et vu ses antécédents, elle ne tient pas toujours ses promesses et ses objectifs. Beaucoup de militants sont maintenant résignés à accepter qu'en 2024, les travaillistes vont nous battre. Dépité, Paul n'ira pas voter. Comme lui, les 160 000 membres du Parti conservateur sont appelés à choisir le futur Premier ministre. Le résultat sera annoncé le 5 septembre. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1. En Ukraine, l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes menacé par les bombardements russes ce week-end sur le port d'Odessa. Moscou affirme avoir ciblé un navire de guerre et un site de missiles. Kiev, de son côté, annonce le lancement d'une contre-attaque pour reprendre la région de Kherson. Retour en France pour terminer, Christophe. La canicule persiste dans le sud-est. Plus généralement, la vague de chaleur et la sécheresse inquiètent les agriculteurs et les arboriculteurs. 86 départements sont en état d'alerte sécheresse. 86 départements, pratiquement tout le territoire concerné. Des arrêtés limitant la consommation d'eau ont été pris dans de nombreuses communes. Pour les agriculteurs et les arboriculteurs, l'absence de pluie tourne à la catastrophe. Et c'est le cas des producteurs de pommes dont les cultures sont perdues. Reportage Arthur Pereira. Des allées de pommiers, des allées de pruniers, des allées de poiriers, 7 hectares et demi d'exploitation, 7 hectares et demi touchés par la canicule. Nous avons quelques fruits de brûlés, ils ont des coups de soleil comme un être humain, sous l'épiderme. Là c'est complètement marron, c'est complètement cuit. C'est des petits boutons noirs en fait. On voit des petits points marrons qui à peu près 5 mm sous la peau. La chair là elle est complètement brûlée. Là c'est totalement perdu parce que la pomme ne pourra jamais se refaire. Donc là c'est invendable. Ah, là c'est invendable. La moitié de l'arbre, les feuilles sont complètement marron, brûlées par le coup de soleil de ces derniers jours. Si ça s'arrêtait aujourd'hui, la perte, on serait autour de 10% de pommes atteintes de coups de soleil. Maintenant, on n'est que le 20 juillet. Il nous reste encore un mois et demi très compliqué à passer. C'est donc toute une partie de sa production qui risque de ne pas être commercialisée. Avec le changement climatique, l'arboriculteur pourrait même avancer la récolte, oui, on pourrait. Si ce manque d'eau continue, il y a un moment, les fruits mûrissent beaucoup plus vite que d'habitude. Donc au lieu de cueillir le 20, on pourrait cueillir le 10 août, ce qui n'est jamais arrivé, bien entendu. Cela imposerait à Thierry Hector d'allumer sa chambre froide plus tôt, ce qui augmenterait sa facture d'électricité. Autre conséquence, le manque de clientèle, majoritairement en vacances lors de la première quinzaine d'août. Un reportage Arthur Pereira. Et c'était le journal de Christophe Lamar. À tout à l'heure, Christophe.